Le sprinkler. Bonjour tout le monde, merci d'être là au podcast Le Sprinkler encore une fois. Salut Mathieu. Salut Eric. Depuis que tu as recommencé, j'ai juste le goût de chanter C'est Noël car il neige dans ma tête. C'est Noël. Non, t'as pas... Thank you very much. Non, moi, j'avais pas les Paul dans la tête. Oui, l'épisode, s'il n'y a pas d'imprévu, l'épisode que vous écoutez présentement. Vous êtes le 25 décembre. Vous êtes le 25 décembre. Joyeux Noël. Tout dépendamment si vous fêtez ça, évidemment. Parce qu'il faut... Joyeux temps des fêtes de façon inclusive aux gens qui se définissent comme ils veulent. J'espère que vous avez eu ou vous aurez des beaux cadeaux. Sinon, donnez-vous le Sprinkler comme cadeau. Écoutez ça au complet, puis ça va être malade aujourd'hui. C'est beau ce que tu dis, Eric. Ouais, ça va être malade mental aujourd'hui comme podcast. Mais en fait, c'est fun que tu l'intègres comme ça parce qu'au début de l'année, tu avais dit j'aimerais ça donner une twist. Oui, j'avais décidé dans ma petite tête à moi que le podcast devenait pur psychologie cognitive, psychologie industrielle, psychosociologie, juste la psycho pendant un an solide. On a réussi, mission accomplie. Yes! On a réduit le scope un tout petit peu. Mais aujourd'hui, écoute, je vis une émotion. Tu vis une émotion? Je vis une émotion. Quelle émotion? Peux-tu l'identifier? Mais là, mon amygdale me dit pas flight, pas fight, pas freeze, mais je sais pas. Curious. OK. Oui, j'ai hâte d'en entendre plus. Bonjour, docteur. J'ai toujours voulu dire ça au podcast. Mais ça commence bien, bonjour docteur. On a le dire une autre fois. Crédibilité soudaine. Oui. C'est pas aussi crédible que coach agile, mais quand même. 3 jours de formation. 3 jours de formation, oui. Si c'est 3 jours. J'ai ma certification Scrum Master. Mais je l'écris sur LinkedIn. C'est le principal critère pour devenir coach agile. Tu l'écris sur LinkedIn. C'est fait après. Voilà. Tout ça pour dire que... Bonjour docteur. Salut Geneviève. Docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier. Tu fais partie des gens qui ont 2 noms de famille. C'est les meilleures personnes, les gens qui ont 2 noms de famille. Au moins, ton prénom, c'est juste un nom. Ça va être pas pire. Oh oui, quand même. Déjà que ça rentrait pas sur les lignes. OK. On commence avec Docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier. On va aller tantôt vers Docteur Geneviève, plus tard Docteur Jen, puis ça Doc Jen, c'est juste Doc. Juste Doc? En plus, ça va avancer. Fait que d'ici la fin de l'épisode, il faut qu'on l'appelle Doc. Oui, puis... c'est pas de l'eau, c'est de la vodka. Donc, c'est pour ça qu'on va devenir très familier. Il y a peut-être juste moi, là, mais moi, toutes les fois que j'entends Doc, j'ai Retour vers le futur dans la tête. Doc Brown? Doc Brown. Ouais, Doc ouais. Emmett Brown. Oui. Avec Einstein, le chien. Back to the Future. 1985. Le 7 novembre, je pense que c'est ça. OK. On a fait un Remember the Future il n'y a pas si longtemps. Fait que Back to the Future, c'est pas très, très loin. Tu l'as dit. T'étais parti sur les émotions. Il y avait une trame, là. Il y avait quelque chose là, sur les émotions. Moi, c'est quoi mon émotion, Doc? En ce moment? J'ai rendu à Doc. On a sauté. On a sauté des étapes. Il va falloir que tu payes une consultation. rendu là. À fait de la consultation, si tu veux, je vous laisse tranquille. Je sais pas, ça se passe. On va voir On est un comment ça se podcast à passe. budget très limité. Excusez. Mais écoute, très intéressant, pour vrai, comme première question. Je te répondrai pas d'emblée comme ça. Non. Regarder une émotion, c'est beaucoup plus complexe que moi qui va te dire tu te sens triste, tu te sens fébrile. Effectivement, je peux percevoir dans tes comportements, je peux regarder un peu ton non-verbal, l'intonation de ta voix, je peux regarder un peu le contexte. C'est tous des éléments qui vont venir à construire notre émotion. Give it to me straight, doctor, I can take it. Mais ultimement, c'est toi qui vas le savoir réellement. Ouais. Parce qu'il y a d'autres ingrédients qui vont nous être très utiles pour savoir c'est quoi l'émotion que je ressens en ce moment. Comment je m'y prends? Regarde, truc de psy. Quel truc que moi je peux utiliser, que Mathieu, j'ai failli t'appeler Martin, que Mathieu peut utiliser. Pour reconnaître son émotion. Je vais t'appeler Bob, c'est voilà. Ou n'importe qui en entreprise. Surtout, on va vraiment être dans un contexte professionnel en entreprise, pas nécessairement la psychologie familiale, mais dans un contexte d'entreprise. On peut même aller plus pointu, un contexte d'entreprise où on fait du développement de logiciels, mettons. De produits en général. Juste pour cadrer un peu la conversation. Alors, comment que moi, je peux m'y prendre pour reconnaître l'émotion que j'ai en moi en ce moment-ci? Quel est le truc? Écoute, d'abord, je dirais qu'un des indices très aidants,
c'est de pouvoir regarder nos sensations dans notre corps. Physiologique, carrément. Donc, tout ce qui est... tout ce qu'on va ressentir, il y a des signes quand même qui sont très caractéristiques. Si on regarde la colère, ça ne sera pas du tout le même ressenti physiologique que la tristesse. Si je suis en colère, tu le fais, hein, les sourcils qui froncent, on a les poings qui se crispent, et le rythme cardiaque, par exemple, peut s'accélérer. Je suis en mode action. Je suis en mode de me mobiliser pour faire changer quelque chose. Mon rythme cardiaque semble normal. Surtout que l'ordi fonctionne toujours. Oui, il a descendu depuis. Hein? Oui. Il fonctionne toujours, fait que ça va. On t'a pas avisé, mais c'est possible que je regarde là. C'est pas que je ne suis pas intéressé à toi, c'est qu'on n'a pas de tech support, fait que je le fais live en même temps. Ça fait partie aussi de la discussion. Non, il t'ignore, mais il ne faut pas te le dire. Oui, c'est ça. Tu t'excuses. Mon pouls est normal. Je sais pas. Mais c'est ça. Fait que déjà, c'est de l'information qu'on va chercher. Mais oui, ça va plus que ça. Une émotion, en fait, là, c'est que tu me le demandes d'une façon très consciente. Hein? Oui. Tu me dis comment je me sens. C'est quoi mon émotion? J'ai envie de commencer par dire... C'est plus complexe. Dans l'ici, maintenant, là, oui, on a ce qu'on va se dire consciemment, mais on détermine aussi notre émotion en fonction de tout ce qui se passe à un niveau un petit peu plus implicite, un petit peu plus automatique. On se base beaucoup sur ce qu'on a vécu avant. Donc, notre cerveau, dans l'ici, maintenant, du moment présent, de l'interaction, par exemple, avec un employé ou avec un collègue, notre cerveau se met déjà en action pour faire des liens avec ce qui s'est passé dans le passé, avec des moments où j'ai ressenti ces mêmes sensations physiologiques-là. Donc, il y a un travail qui se fait sans même qu'on s'en rende compte. La dernière fois que j'ai parlé à ce collègue-là, j'étais un peu en beau joie le vert. Déjà un peu en beau joie le vert après 12. Pour les auditeurs français, beau joie le vert veut dire j'étais pas content. Un peu en colère, oui. Beau joie le vert. J'aurais pu dire en beau Chris aussi. Oh merde, on vient d'être mis 10 plus. Tu me casses les couilles. Excuse-moi, mais tu vois, mais ce que tu dis là, on saute sur l'influence des souvenirs qui vont être associés. Il y a aussi juste le fait que la dernière fois que tu t'es senti, par exemple, dans cet état physiologique de je me sens oppressée, par exemple, ou je sens que je transpire, ma respiration est plus accélérée. Notre cerveau fait aussi des liens avec les situations passées où j'étais dans cette même état-là, qui n'était pas nécessairement avec ce même collègue-là, qui était aussi juste en lien avec cette activation-là. Ouais. Donc, tout ça pour dire qu'il y a énormément qui se passe dans le cerveau qui nous permet de prédire, de donner une estimation, en fait, de hey, ça doit être de la tristesse que je vis en ce moment, ou ça doit être de la colère. Ouais. Quand tu me demandes un truc pour regarder ça, je dirais que c'est juste déjà de prendre le temps. Ouais. Parce qu'on ressent une émotion, très souvent, on va juste être en réaction, on va continuer la conversation, on ne s'arrête pas. Fait que déjà, juste de prendre le temps de voir, qu'est-ce qui se passe en moi? Déjà, ça a l'air très simple, mais c'est énorme parce qu'on le fait pas. Premier truc de psy, gestionnaire, / comme master, / coach agile. Comme humain, mais public cible. Les humains, ça donne. On s'adresse aux humains. Les martiens sont très peu présents. C'est quoi nos stats sur YouTube avec les martiens? Je sais pas. Je sais pas, il y a des reportages chez eux aussi, je suis sûr, mais bon. J'ai juste fait un petit peu sur ce que tu disais, mais tu sais, avant un meeting important, avant une discussion, prenez donc 2 secondes pour juste l'identifier, ça. Je me sens comment? Pas besoin de mettre de mots sur la patente, mais je suis comment, là? Mais clairement, parce que ça peut vraiment avoir un impact énorme. Si je ne prends pas ce temps-là, ma réponse, mes réactions, ma façon de lire ce qui va se passer, ma façon de te comprendre, toi, face à moi, toi, ça va tout être influencé. Fait que oui, de se questionner, ça peut tout désamorcer ça. Des fois, j'entends des choses comme je dois contrôler mes émotions. Moi, j'ai tendance à amener le point. L'émotion va se produire, c'est au niveau physiologique, c'est le cerveau cro-magnon, là, c'est l'amygdale en arrière qui dit « tu as peur maintenant ». Shut the fuck up, t'as peur. Et donc, c'est comme tu dis, d'arrêter, de le reconnaître, de le tenir dans tes mains, puis dire « Ah, regarde ça, toi, je me sens comme une balle de baseball, je vais la mettre sur la tablette pour l'instant, puis je vais revenir à la conversation. » Exactement. Okay. Oui. Je ne suis pas niaiseux à Amanda. Mais ce faisant... Doc approved. Je suis content. Attends, peux-tu avoir à la fin des petits certificats, quelque chose? Doc approved. Je vais te reprendre ça. Oh non, j'ai parlé trop vite. T'es doc semi-approved. Non, t'es complètement approved. Mais en fait, c'est que je vais le pousser dans le sens où
de prendre ce temps-là, d'être capable... Parce que gérer les émotions, contrôler les émotions, c'est jamais des termes que je vais utiliser. Ou si un jour vous m'entendez l'utiliser, c'est juste que j'ai parlé trop vite. Je parle de réguler ou apprivoiser les émotions. Parce que tu fais bien de prendre dans ta main... C'est un apprivoisement. On veut tout simplement se déposer, prendre le temps de voir ce qui est là. Des fois, c'est pas clair. C'est pas vrai qu'on sait tout le temps comment on se sent. Tu le dis, on prend quelques secondes ou 8 minutes avant. C'est pas énorme, là. Fait que peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout décortiquer, ce qui se passe en nous. C'est pas grave de le voir, de le reconnaître, de savoir que c'est là. Oui, de le déposer parce qu'on veut être dans l'action, mais en même temps, je suis pas en train de faire un déni. Parce que après, quand je vais sortir de la rencontre, je vais aller la rechercher. Je la laisserai pas sur la tablette. Ben là, je la porte jusqu'au moment où, idéalement, je pourrais aller la retrouver pour continuer à converser avec cette émotion, pour apprendre à continuer à l'apprivoiser. Parce que si je fais juste tout le temps la mettre sur la tablette, ça marche. C'est l'équivalent du refoulement rendu là, puis là, ça va exploser à un moment donné. Tout à fait. En fait, ce qui n'est pas reconnu, ce qui n'est pas nommé, ce qui n'est pas communiqué, fait juste pousser. Soit que ça va exploser, soit que ça va nous mener à des réactions qu'on n'aurait pas nécessairement voulues. Ou des fois, ça va être plus dans le corps. Donc, ça va être de la somatisation, par exemple. On va développer des symptômes physiques parce que ça, c'est pas exprimé. Des ulcères et compagnie. Est-ce que l'anxiété est une émotion? Très intéressant parce que dans le fond, en gros, là, si on part de notre peur, qui est une menace, ça me fait peur. Je me sens menacée. Donc, ma réaction, ça va être tu parlais de fight or flight. Je dois gérer cette menace-là. Dans l'anxiété, on est dans quelque chose de plus large. On est quand même dans le registre de la peur, mais il y a beaucoup d'appréhension. La menace, elle peut être pas tout à fait réelle. Je suis pas menacée pour... Ça, c'est vrai. Ça, c'est tellement vrai. Là. Mais on se fait beaucoup de scénarios. On appréhende plusieurs situations qui n'arriveront pas nécessairement ou qui vont arriver, mais que les conséquences ne seront pas si incroyables. Mais quand on ressent cette anxiété-là, ça a l'air d'une grosse menace. Oui, c'est absolument. On s'inquiète pour ça. Il y a juste ça qui pourrait vraiment se passer. Puis, vraiment, il y a un atome de tout ça qui se passe réellement. Et pourtant, l'anxiété, moi, je suis une personne anxieuse qui vit, qui pense à les 23 000 scénarios possibles dans une situation. Et puis, oui, je vis de l'anxiété par rapport à ça. Peut-être j'avais de l'anxiété tantôt. Oui? Oui. Quand mon vieux Mac avec le kiwi, j'avais une anxiété, je disais, OK, tu t'es déplacé ici pour rien, s'il n'y a pas de son, mais on y fourrait. On n'aura pas d'épisode ce mois-ci, les autres tables vont penser à quoi? Qu'est-ce que les gens vont faire au jour de Noël s'il n'y a pas de sprinkler? Moi, je pense qu'il y a des réveillons qui auraient été annulés. Moi, je pense que définitivement... Reporté au mois de janvier. Ça allait passer à TVA, on déplaçait ça, La mauvaise nouvelle, TVA, c'était... La mauvaise nouvelle. Mais puis en plus, par rapport à l'anxiété, c'est que si je ressens, comme tu dis, c'est très gros, ce qu'on ressent par rapport à ce que c'est réellement, mais c'est qu'en évitant, par exemple, cette anxiété-là, je ne développe pas non plus les ressources. Je ne développe pas le fait que je me serais rendu compte qu'en restant dans la situation, mon anxiété était peut-être pas reliée au contexte. Et donc, si je tolère suffisamment mon anxiété, ça va faire en sorte que je vais voir la réalité. Je vais voir que c'était peut-être pas si menaçant. Et donc, je suis en train de développer des ressources aussi. Moi, ce qui m'aide beaucoup pour reconnaître et contrôler mon anxiété... Apprivoiser mon anxiété. Moi, j'écoute, écoute, s'il te plaît. Qu'est-ce que ça dit? J'ai tendance à l'amener à l'extrême, dans le sens que de contextualiser à l'extrême. Donc, le fameux Pale Blue Dot de Carl Sagan, dire que c'est un discours que Carl Sagan, un astronome, astrophysicien, qui il relativise pas mal tous nos problèmes. Oui, à un moment donné, le Voyager 1 ou 2 s'est tourné, puis il y a plus une photo de la Terre, c'est un pixel bleu. Tout ce qu'on vit se passe là. Oui. Fait que, tu sais, le fait que je suis anxieux comme mon vieux Mac ne fonctionne pas, dans le contexte de l'univers,
Bon. Exact. Puis même dans le contexte de toi. Tu sais, puis même Là, tu peux revenir Ouais, plus proche, exact. plus proche, dire, OK, mais finalement, c'est pas si pire que ça. Là. Il y a personne qui Ouais. va mourir. Personne qui va mourir, ouais. Souvent, on va dire que les émotions négatives, puis déjà, je vais le mettre entre guillemets, là, négatives. Mais c'est quoi une émotion négative? On porte un jugement sur les émotions. Donc, tout ce qui est, par exemple, la peur, la colère, la tristesse. Bon, tu parlais d'anxiété. Et on se fait juger sur l'émotion aussi. Oh, en plus, Ouais. tout à fait. Ouais. Mais ce qu'on remarque, c'est que ces émotions dites négatives vont faire en sorte de rétrécir notre champ d'action, notre champ de pensée, ce qui veut dire que dans le fond, on est moins créatif. On voit moins de solutions. C'est super adaptatif parce que si, tantôt, face à l'ordinateur, le problème d'ordinateur, tu étais en mode, OK, Solution. là, en mode solution, en fait, c'est ce qui aurait été souhaitable. Mais sur le coup, c'est comme la menace est là, on vient à faire, OK, c'est le temps de régler le problème. Donc, c'est pas le temps d'être ultra créatif par rapport à tout le reste dans notre vie. C'est pas le temps de penser à nos relations entre nous. Ouais. Bon, On est très focus sur la problématique. exactement. Ouais, Donc, ouais. c'est adaptatif dans ce sens-là. Ouais. Par contre, si l'anxiété est telle que ça nous empêche finalement de rentrer en mode solution efficace, parce que là, je suis plus en train de penser ou de ruminer même à On OK, spin mais qu'est-ce les qu'il mêmes va solutions. faire? Quand est-ce qu'on va faire l'enregistrement? Ça ne marchera pas. Là, je suis même plus en mode solution. Oui, je suis oui. juste en mode je me stresse moi-même. J'abandonne, en fait. Je suis en mode quit. Exact, En oui, mode, OK, oui. je laisse aller. Là, Ben, puis c'est là que l'anxiété tombe dans le tapis. Oui. Mais je suis pas sûr. Ah non? À un moment donné, c'est comme l'anxiété va tomber dans le tapis. Là, tu dis, OK, là, il n'y en a plus de solution. Je laisse aller. Ouais, c'est vrai que c'est le quit. Rendu à ce point-là, ouais. oui. Mais il faut que tu prennes conscience que t'as comme spiné de sourd pendant... Oui, Hey, je parle oui, vraiment en top québécois Ça aujourd'hui. spinait Ça a vraiment... de dessous en O'Keefe. Puis là, tu décroches. Là. Mais c'est que ce qui arrive, c'est que dans le fond, d'une certaine façon, là, tu t'en es venu à abandonner. Ou accepter mon sort. Si tu es en lâcher prise, en plus en acceptation que, regarde, la réalité est celle-là, j'ai tout essayé, ça sera une prochaine fois. On trouvera une solution. Là, on est dans quelque chose qui est complètement Un peu différent. plus créatif, justement. On est Là, plus créatif, ouais. on a accepté, on est arrivé à tolérer cette émotion-là. Si je suis plus dans puis là, j'abandonne, puis je me sens juste mal après, là, on est plus dans alimenter l'anxiété. Je pense au moment que je suis... moi, je suis très anxieux pour arriver à l'heure dans un rendez-vous. C'est tellement anxieux que je vais toujours arriver avant. C'est pas un jugement sur l'heure que vous êtes arrivé. C'est entièrement de ma faute. Je suis le chauffeur ce soir. Mais si à un moment donné, J'ai vécu zéro anxiété face à je ça. suis pris dans le trafic et je sais clairement que je vais jamais arriver à l'heure, soudainement, l'anxiété, Ah oui, oui, oui. elle disparaît. Ah, Il y en a plus. je te comprends. Ok. Tout à fait. Le Ok. matin, là, pour aller conduire les enfants, quand c'est tellement absurde, le temps, Ouais. je- À un moment donné, ça descend OK. complètement. J'accepte mon sort, Ah, puis ouais, OK, ouais. mais whatever happens. J'ai goût de rebondir sur tout ce bout-là de discussion. Ok. Je suis un gestionnaire dans une équipe qui travaille sur un produit de développement logiciel. OK, Qui arrive dans un contexte d'agilité, dans un contexte où d'agilité. l'équipe est auto-organisée. Non, mais ouais. tout va bien. Là. All the rest. Et je suis un gestionnaire impeccable. Arrive une situation d'urgence, un bug en prod. Parmi les gens qui travaillent dans mon équipe, là, il va y avoir des Eric, là, que ça va spinner. là. L'anxiété va monter. Il y en a qui vont juste give up, là, qui vont faire la tortue coucher sur le dos. Il y en a d'autres qui vont être en mode solution. J'agis comment? Je fais Comme quoi? gestionnaire? Ouais. OK. Je m'excuse, je fais du pouce là, sur Ouais. tout le bout que tu viens de dire, là, mais j'agis comment face à ma gang? Mais déjà, d'être dans une compréhension, comme tu viens... En fait, en le voyant comme ça, Ouais. c'est que déjà que tu reconnais que chacun va avoir une réaction différente en fonction du Moi-même parcours. aussi là-dedans. là. Toi Ouais, aussi ouais. à travers ça, puis que chacun a cette réaction-là en fonction de son propre parcours de vie. Fait que déjà, nous, de ne pas être dans le jugement, parce que, tu sais, bon, faire la tortue, ou, tu sais, on peut nous-mêmes, des fois, avoir cette idée de trouver que certaines réactions sont peut-être moins optimales, plus poches, ou, tu sais, on peut avoir le jugement facile aussi nous-mêmes. Donc, je trouve qu'on a un intérêt d'abord à arriver avec ce respect-là du fait que chacune des personnes que je vais accompagner là, a ses réactions en fonction du parcours. Et que jusqu'à maintenant, c'est ce qui s'est avéré être le plus utile dans son parcours. Est-ce que ça veut dire que c'est réellement optimal Pas certain, dans mais- le contexte de l'entreprise? C'est pas grave. Absolument pas. Ouais. Ouais. OK? Nous, on est capable de se dire,
tel comportement est peut-être moins adéquat, moins optimal, mais en même temps, la réaction émotionnelle, celle-là, on n'a pas à la juger. Donc, en comprenant ça, je trouve que ça nous donne une attitude qui va être très, très... une attitude qui va être différente et aidante. On n'entendra pas de la même façon. On va comprendre le fait que si quelqu'un paralyse, par exemple, ben, je vais peut-être aller m'attarder à qu'est-ce qui fait en sorte que c'est quoi, par exemple, certaines pensées que la personne peut avoir, qu'est-ce qui vient la limiter comme ça, qu'est-ce qui vient générer cette réaction-là. Donc, je vais déjà être plus en mode comprendre, ça va me sortir du jugement, puis donc les interventions vont risquer d'être beaucoup plus adéquates. Fait que si je fais du pouce là-dessus, mettons, j'identifie dans mon équipe, OK, Bob, il est tombé sur le dos, là. Il fait la tortue. Fait que Bob vient 2 secondes, on va relativiser un peu la patente, c'est quoi les impacts que le bug de prod a réellement, puis prends ton temps, Bob, on continue de notre côté, là, respire, puis fais tes trucs. Lui donner cet espace-là, ou si nous, on comprend un peu l'enjeu qui est en train d'être vécu. Par exemple, tu me dis ça, ce qui s'active en moi, c'est tout le côté de l'impuissance. Le sentiment d'impuissance, c'est vraiment terrible de ressentir ça. Pensons chacun à des moments qui nous ont fait sentir de l'impuissance. Ça peut devenir très, très, très paralysant. Donc, des fois, simplement de le nommer, qu'en ce moment, oui, la personne se sent un peu coincée, comme s'il n'y avait pas de solution, baigne dans cette impuissance-là. Juste le fait de reconnaître que c'est ça. Dans le fond, l'impuissance, c'est de ne pas se sentir en contrôle. Mais en nommant l'impuissance, déjà, ça nous donne une certaine prise. On est déjà plus en mode de s'observer. Oui, d'une distance professionnelle, de l'intellectualiser la situation. D'une certaine façon, ça nous permet d'être moins aux prises avec cette émotion-là. Et ça permet aussi, juste le fait que tu nommes à un employé une émotion, que tu vois, au pire, tu te tromperas d'émotion. Au pire, tu te tromperas d'état. Ça donne la chance d'en prendre conscience. D'explorer ou à tout le moins de montrer que tu es ouvert au fait qu'il y a des émotions, au fait que certaines émotions peuvent rendre le parcours difficile ou peuvent mener à certaines réactions. Donc, juste cet intérêt-là, on met l'autre dans une position déjà qui est complètement différente. Ça m'amène 92 000 questions. Moi, je te suggère de commencer par la 4. La 4, 1, 2, 3, 4. OK. 8. OK. Il y a un bug solide, violent qui nous fait perdre des ventes. Fait qu'on est chez Desjardins, puis il y a la faille de sécurité, là, puis là, tout le monde panique. Et puis, l'équipe ne veut pas, et la gestion sont en mode panique là, pour corriger la situation. Pas nécessairement Desjardins, mais peu importe. Parce que j'étais là, fait que je ne veux pas m'échapper puis échapper une information que je ne devrais pas. Je suis encore sous NDA, probablement. Toute ressemblance avec une relation vécue, une équipe hasard, c'est ça que Mathieu vient de dire. Et mettons, moi, je suis le Scrum Master, okay, le coach d'équipe, plus le coach de tout ce qui entoure l'équipe, voire même le coach de l'organisation, mais il ne l'a pas jusque-là. Et moi, j'amène un questionnement, un discours qui aide les gens à prendre connaissance de leurs émotions actuelles dans le but de les amener à avoir des meilleures solutions. Ça se pourrait qu'on me pitche des œufs, parce qu'ils vont me dire l'aramé. Non, toi et tes petites émotions, on n'a pas le temps. C'est en feu, il faut le corriger. Va jouer là-bas. Toutefois, la conversation, elle serait quand même utile, voire même peut-être même essentiel pour trouver une bonne solution pour corriger la situation qui vont perdre des ventes à tous les minutes parce que c'est le temps des fêtes, puis soudainement, le site web ne fonctionne plus, puis il n'y a plus de ventes qui passent. Donc, le président n'est pas content, le VB n'est pas content, mon directeur n'est pas content, l'équipe n'est pas contente, personne n'est content. Et moi, j'ai goût de parler je vais dire de façon très péjorative, d'émotion. L'équipe va me dire, va jouer ailleurs, mon petit niaiseux. Quel serait le truc pour que je puisse aborder le sujet d'émotion sans nécessairement dire émotion, mais permettre de mettre l'équipe et les gestionnaires dans une position où ils seraient en mesure de prendre les meilleures décisions pour corriger le bug. Mise en situation assez complète, je pense. Oui, mais tout à fait. Puis tu ressors ta balle. Puis tu l'amènes là-bas pour dire... Tu prends pas le temps de faire le tour, effectivement, pour voir comment chacun se sent. Je suis d'accord, on est dans le feu de l'action. Mais on peut dire qu'en ce moment, c'est possible qu'on sente ça. Ça se peut qu'on se sente impuissant, on se sent en colère. On peut le nommer, puis dire,
vous ressentez probablement plusieurs de ces émotions-là. Sachant ceci, On les prend en ce moment, on a un feu à gérer, on le dépose sur la tablette, on y reviendra parce que c'est fondamentalement important, on va se tenir, puis on regardera ce que ça fait, mais pour l'instant, on les met là. Mais en même temps, c'est que t'es nommé. T'es nommé, puis c'est pas une psychothérapie d'1 heure, c'est une minute et demie, dire, la gang, reconnaissez présentement là, que vous êtes en mode X. Prenez-le. Prends-le. Mettez-le sur la tablette. Et maintenant, passe au problème. Mais c'est qu'en faisant ça fait toute la différence, Ça fait toute la différence, oui. Parce qu'elles sont nommées. Ce qu'on veut pas, c'est que ça soit juste vécu puis que ça sorte pas. Du moment où c'est nommé, c'est vrai que c'est pas tout le temps d'aller patauger dans les émotions. Là. Ça, c'est clair. Dans plein de moments de notre vie aussi, ça sera pas le temps de s'éventrer puis de regarder tout ça. Mais le tu vis un complexe de type, je pense. Ta mère, là. Comment se passait la relation avec ton père pendant le bug de prod? Exact. C'est pas le temps. On T'as toujours voulu avoir un pénis, ça, je savais. Ça me semble très non-binaire et genré de définir que la personne n'a pas de pénis déjà. Ah oui, mais là, on peut y aller sur le point théorique. Est-ce qu'on parle de woke là-dedans? mais tu vois, juste ce qu'on se dit ça? là, nous, on peut... Justement, là, on se dit, on va les nommer pour tout le monde, puis on les met sur la tablette. Mais aussi notre compréhension. Quand on est capable de voir, par exemple, ce qui pourrait expliquer la réaction d'un des gestionnaires, de des employés ou bon. On a une longueur d'avance sur comment on va parler, ce qu'on va proposer, ce que l'équipe va être capable aussi de dealer avec. Donc, qu'est-ce qu'il va être capable de faire? Donc, ça ne sera pas toujours le temps de tout décortiquer. Ça ne sera pas le temps de parler de quelques complexes que ce soit. De se transformer en psy, de wannabe psy. Mais d'avoir ces outils-là comme coach est très, très, très utile parce que ça nous permet de comprendre ce qui se passe et donc de pouvoir, au besoin, nommer ce qu'on voit, mais sans s'ouvrir sur une psychothérapie. C'est pas le temps, clairement. On était sur le bug de prod après être parti des émotions. Puis là, j'en ai sauté un. J'avais le goût de le piger, de le piger celui-là. Oui, c'est un scénario tout à fait fictif dans notre domaine, mais ça arrive des fois des bugs en production. Ça arrive des fois. T'allais ailleurs, t'avais l'air d'avoir le goût d'aller ailleurs. Je regarde. Écoute, le livre, c'est rempli de trucs. On a déjà abordé plein de trucs qu'on peut appliquer dans le feu de l'action. Donc, tout à fait applicable dans une entreprise de développement logiciel, par exemple. Ça peut être en marketing, en vente, en ressources humaines aussi, évidemment. Et que je voulais quand même voir d'autres volets de ton livre et puis qu'on puisse voir comment le surmonter, par exemple, ou comment le contourner, ou comment faire de quoi avec. Et celui qui m'a intrigué, c'est la force de nos souvenirs. Qu'est-ce que ça veut dire? Avant de poser une question, je veux savoir, tu sais quoi? Parce que, disclaimer, j'ai pas lu le livre. Mais ChatGPT l'a lu pour moi. Il a bien lu, On fera un review de ChatGPT après. Je sais pas tu as pogné ça, honnêtement, parce que ton livre n'est pas disponible en ligne. Mais dis-moi pas en PDF gratuit. Il a peut-être juste pogné la table des matières, quelque chose comme ça. C'est ça. Quatrième de c'est en fait ça qu'il a fait. Ouais. Mais j'ai quand même filé des documents de psy que j'avais déjà. Ah oui, c'est bon. mais écoute, l'influence des souvenirs. La force moi, j'ai de nos pas perdu souvenirs. Merci, Jean, t'es là. Peux-tu me réanimer la prochaine fois? Parce que clairement, nous autres, You're fired. On va faire la technique, ça va bien. C'est bon. Ouais. Mais écoute, tu l'as déjà introduit tantôt. Quand tu parlais de. Tu vois comment finalement je suis pas si épais que ça? Tu sais, quand tu parlais d'un collègue qui avait agi de telle façon, tu étais dans un souvenir déjà. Ouais. Dans le fond, l'influence des souvenirs, c'est de se dire ce que je vis aujourd'hui. Donc, ce qui se passe entre nous en ce moment, pendant qu'on se parle, il y a plein de souvenirs qui se réactivent en nous. Okay. On n'a pas, comme on est en conversation, on n'a pas le temps de toutes les capter. Okay. Mais pendant qu'on se parle, il y a des souvenirs. Ouais. Pendant que les gens écoutent, il y a des souvenirs aussi qui se réactivent constamment. Et ça influence les réactions qu'on a. Ça influence le jugement qu'on va avoir. Ça nous induit des billets
Tout à fait. rapidement. Parce que... Moi, je le voyais comme ça, parce que encore là, j'ai pas lu le livre. Ouais. Tu te souviens, je le voyais comme des automatismes que notre cerveau fait pour alléger le processus ou l'énergie nécessaire pour accomplir une tâche. C'est en lien avec ça? Parce que ce processus-là, absolument, c'est très excellent, surtout quand on marche au centre-ville. Si on n'a pas ces automatismes-là, on va être en position fétale rapidement. Mais dans d'autres cas, où on doit adopter de nouveaux comportements pour faire face à des nouveaux défis dans nos domaines respectifs, lorsqu'on continue à utiliser nos automatismes qui existent depuis toujours, qu'on appelle souvent des croyances fondamentales, c'est difficile de sortir de ça. Puis je suis curieux de savoir si les souvenirs c'est en lien avec ça ou c'est autre chose de complètement différent. En fait, je dirais que c'est souvent ce que tu expliques nous montre bien comment c'est difficile quand on a un but à atteindre ou quand on a un objectif. C'est ce qui est difficile parce que tout ce qu'on a emmagasiné jusqu'à aujourd'hui, oui, est très automatisé. Donc, quand on essaie d'atteindre un but, ça, c'est un chapitre plus loin, mais quand on essaie d'atteindre un but, on est en train de faire différemment. Donc, on doit rendre le nouveau comportement de plus en plus automatique jusqu'à ce qu'il fasse partie de notre quotidien. Et souvent, c'est tellement automatique qu'on ne considère pas le nouveau comportement. Pour moi, de boire de l'eau, l'automatisme, c'est ouvrir ceci et de le mettre à ma bouche. Mais peut-être que le nouveau comportement devrait être, je le bois pendant, je sais pas, puis je drille un trou, je sais pas, là. J'exagère bien sûr, parce que c'est tout ce que j'ai comme prop pour l'instant. Mais souvent, on utilise des souvenirs, des automatismes pour passer de A à B, alors qu'aujourd'hui, on devrait utiliser une autre approche complètement, qui est hors de notre zone de confort, évidemment, et qui, pour pouvoir atteindre le B de façon plus efficace, plus efficiente. Mais j'y crois pas. J'y crois pas de cette façon-là, parce que je suis dans mes automatismes, et encore là, je suis dans mes souvenirs. Mais là, c'est un mélange. Parce que là, tu es dans du très... Moi, je suis fort dans les hybrides puis mélanger des choses ensemble. Parce que tu es dans du très procédural, donc... Oui. J'en profite pour boire de l'eau, c'est parfait. C'est bien fait. Mais... Ça marche-tu par aussi ou... T'as peu quand on mange ça. Fait que souvenir. Mais on est dans du procédural, mais oui, tout ce qu'on apprend vient à s'ancrer en nous. Ça crée des automatismes. Ouais. Mais il y a aussi l'aspect... On va voir les souvenirs aussi comme étant des fois des enjeux qui n'ont pas... En fait, qui ont encore besoin d'exister parce que ils nous définissent. Oui. Ou en fait, il y a des éléments émotionnels qui n'ont pas été encore, j'ai envie de dire, dans ces eaux-là. C'est comme s'il y a encore quelque chose qu'on a à apprendre. Ce qui n'a plus vraiment rapport avec qui on est aujourd'hui ou qui nous parle moins. Il y a des choses qu'on oublie aussi parce que ça ne définit plus qui on est maintenant. Ce qui a été, par exemple, plus traumatique ou ce qui a été des moments très importants de notre vie. Ou même des victoires. Là. J'ai eu des grands succès, j'ai le goût de le répéter encore. Tout à fait. Et donc, ça t'habite parce que aussi, ça te fait avancer. Donc, tu te bases sur ces souvenirs-là pour faire tes futurs comportements. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on se dit, c'est l'influence des souvenirs. C'est quand certains souvenirs s'activent dans l'ici et maintenant, ils vont teinter nos réactions, nos émotions aussi dans le moment présent. Donc, ils sont importants. Et on n'a pas le choix de les considérer. Donc, est-ce que c'est pertinent d'aller regarder les souvenirs de la personne qui est devant nous quand on coach une équipe, par exemple? On en revient à l'idée que c'est pas la psychothérapie. On va pas commencer à demander à la personne « Raconte-moi tous tes souvenirs qui s'activent en ce moment ». C'est pas le temps, mais de comprendre que ça va venir teinter la réaction, c'est vraiment très important. Puis encore une fois, j'aurais le goût de rebondir, mais c'est encore correct de le nommer. Tu sais, je pense à des exemples. Là, je suis dans l'équipe, il y a eu des conflits entre certaines personnes dans le passé, etc. Puis là, il y a quelqu'un qui est déjà loadé avant même de commencer à aller jaser à Bob. Qu'est-ce que tu veux dire, loadé? Il est déjà là, très, très émotif. Il est à vif, là. Il est déjà à vif face à aller rencontrer Bob. Mais tu sais, juste de l'inviter à... Repense à tes interactions que tu as eues avec Bob dans le passé. C'est correct, c'est correct que tu vives ça, c'est probablement... C'est normal. C'est normal, il n'y a pas de mal. Mets-les dessus, puis maintenant, vas-y parler à Bob. Exact. Désolé, c'est la question... des questions viennent... On a plein de questions préparées, puis évidemment, on les ignore. On finit par jamais les utiliser. C'est juste pour nous mettre dans le bain un peu.
OK, un truc pour Scrum Master, les fameux coachs d'équipe. Les Scrum Masters sont en Scrum à toutes les itérations. Ils font des rétrospectives avec l'équipe. Genre de post-mortem aux 2 semaines. Ouais, non, mais il n'y a personne de mort, mais oui. Ça s'appelle de même en gestion de projet classique, je m'excuse. Mais oui. Qu'est-ce qu'un Scrum Master pourrait faire justement pour mettre en lumière soit les souvenirs individuels ou les souvenirs collectifs de l'équipe? Qu'est-ce qu'il pourrait faire? J'aime ton idée de souvenir collectif parce que c'est des fois un petit peu plus accessible. Un souvenir personnel, on n'a pas toujours envie de le partager. Oui. Il faut un environnement sécuritaire assez padé, solide. Oui, exactement. Ouais. Donc, le fait que la... Qu'est-ce que là, tu m'intrigues. Je viens de régler un problème. Oui, on y revient dans quelques secondes. C'est correct. Tu as décidé dans quelle direction tu allais? Oui. OK. Mais merci. Je voulais pas interrompre. T'as un peu là, j'ai complètement perdu mon focus. Collectif. Le souvenir collectif. D'accord. On entre à la fin d'une itération, on entre en rétrospective et le Scrum Master a perçu des choses pendant l'itération, puis il dit, sais-tu quoi? Je vais faire l'activité DocGen qui nous permet de mettre en lumière les souvenirs collectifs de l'équipe pour les mettre en évidence, pour qu'on puisse faire quelque chose avec. Quelque chose, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis t'es même pas obligé d'appeler ça souvenir. Hein. Ça peut être les moments marquants ou ce qui vous reste, ce que vous gardez à l'esprit ou succès. Dans le fond, on est en train d'aller explorer les souvenirs, mais d'une façon peut-être un peu moins menaçante parce que de raconter des souvenirs, des fois, juste le mot souvenir fait fermer. C'est nostalgique, un souvenir. C'est nostalgique. On n'aime pas nécessairement trop partager dans tous les contextes. Je le voyais différemment. Je le vois comme... Moi, souvenir, je le vois très positif comme terme. C'est pour ça que... Ça dépend pas qui. Vraiment. Ça peut être perçu. Moi, automatiquement, je l'associe à quelque chose de positif. Un c'est traumatisme. Beau, mais ça parle de ton parcours. Et pourtant, j'ai plein de souvenirs dégueulasses. Mais en même temps, on peut avoir vécu des choses difficiles, mais ça dépend comment ça a été emmagasiné. Est-ce que tu as vécu ce souvenir difficile-là, puis tu t'es senti connecté, par exemple, aux autres? Est-ce que c'est quand même un événement duquel tu as pu apprendre, tu as peut-être amené une signification importante dans ta vie, par exemple? Il pouvait avoir des éléments positifs. Donc, tout ça va teinter ton souvenir. Donc, c'est pour ça où c'est pas parce qu'on a un passé difficile que ce qui se réactive nous plonge nécessairement dans quelque chose de terrible. Ça dépend de quelle façon ça a été emmagasiné, de quelle façon ça va se réactiver, parce que c'est pas un souvenir tout seul qui s'active, c'est plein de souvenirs qui sont liés, qui s'activent souvent entre eux. Des fois, c'est un souvenir d'un souvenir, là, fait que ça l'a comme... Ben oui, puis des fois, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est mergé dans le temps, puis j'en ai de plus en plus de ça. mais c'est pour ça où on dit que c'est pas quelque chose qui est figé, c'est quelque chose qui bouge dans l'ici maintenant, donc revenons tout le temps à ça. C'est pas parce qu'à une rencontre avec une personne, ce qui va se réactiver va être teinté plus négativement que la fois d'après, on va parler de la même chose. Ça ne va pas se réactiver de la même façon, ça ne va pas se réactiver dans le même état avec les mêmes autres souvenirs associés. Donc, ça nous donne quand même une petite marge. Je te relance sur le scénario. Le Scrum Master a fait une itération de 3 semaines et puis a détecté des choses, a vu une opportunité d'amener l'atelier DocGen, Dr Geneviève, pour mettre en lumière des souvenirs collectifs de l'équipe qui peut-être freinent l'équipe à faire certaines choses. Par exemple, qu'est-ce que je fais, moi, comme Scrum Master, pour démarrer le processus? Comment je m'y prends? Ça peut être tout aussi simple que de revenir, nous, on peut regarder notre propre souvenir, hein, l'événement qui a été peut-être plus marquant ou que nous, on a envie qu'il soit abordé. Puis, ça peut être simplement de dire, j'aimerais qu'on reparle de tel événement ou comment chacun on l'a vécu. Je vois que ça a été un événement qui nous a affectés ou qui a opéré un changement au sein de l'équipe. Ou peu importe la situation, comment ça s'est passé. Parlons, on va en parler. On va prendre le temps tout simplement de tâter le pouls un peu sans mettre nécessairement le micro devant chaque personne. Puis, donc, on est plus dans offrir un contexte
où on peut verbaliser. Ouais. Puis c'est ça aussi, on ne veut pas forcer personne à plonger dans ses émotions. On ne veut pas forcer personne à nous livrer aussi ce qu'il ressent. On est plus dans permettre cette expression-là. Permettre, en fait, un espace où ça peut être exploré, exprimé, si la personne a envie, ou pas. Mais on s'intéresse à ça. Je trouve que juste ça, on offre une opportunité énorme. Puis même si la personne, pendant la rencontre, verbalise rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il y a quelqu'un devant nous qui est en train de dire « Hey, cet événement-là, il est important. On peut-tu s'arrêter? » Juste ça. Ça se peut que je fasse du chemin chez nous après. Oui, absolument. Puis si vous voulez, juste pour rapper ça, parce que je vois que tu as le goût d'enchaîner puis que tu cherches en même temps. Fait que j'ai mon prochain sujet. Mais je vais quand même prendre l'espace. Non. Un couteau de son aussi. Ce que j'ai noté, c'est qu'on est en train de faire un bilan de l'année 2024. On se projette vers l'année 2025 avec une équipe que je suis en train d'accompagner. Regarde, c'est très, très, très work-related. Puis je vais monter un atelier basé sur le souvenir parce qu'on ne savait pas comment amener une feuille de route très, très ambitieuse. Puis j'ai le goût d'explorer avec les gens les souvenirs de succès qu'ils ont eu dans les dernières années, puis comment qu'on peut bâtir de ça. Fait que je veux pas reculer dans les 2 semaines en arrière, l'année ou etc. C'est quand parce que c'est tous des gens qui ont un gros background là, de 15-20 ans chez Hydro. Mais dans tes 15-20 dernières années, là, c'est si loin que ça, là. Oui, exact. C'est mon inspiration du moment que j'ai écrit sur le post-it. Okay. Peut-être que demain matin, mon idée géniale que je trouvais, elle va peut-être mourir, mais là... Dans la laveuse. C'est possible, mais là, je trouvais ça vraiment brillant. C'est ça. Oui, mais merci. C'est excellent. Ça m'a fait du bien d'en parler. Quand tu parlais de ça, j'ai pensé à rétro de rétro. Oui, ben c'est une espèce de rétro de l'année, si on veut, qu'on fait en fin d'année, puis qu'on se projette vers 2025. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est cool. Une rétro de rétro. On sort les résultats de toutes les X nombre de rétros qu'on a fait pendant l'année, à la fin de l'année ou à la fin d'un trimestre, ou peu importe la fréquence. Ça, c'est on regarde l'évolution des améliorations et tout le reste. Tu sais, les choses qui reviennent tout le temps, puis que finalement, on n'a jamais amélioré, fait qu'on peut juste se dire, on l'améliorera pas. Ça fait juste partie de notre ADN, puis c'est ça qui est ça. Parce que c'est 8 fois qu'on se dit qu'on va le changer, puis ça n'arrivera pas, les amis. On va arrêter de se mettre la tête dans le sable. Oui. Tu parlais juste avant de bilan. Oui. Je trouve que ça répond bien. Ça répond bien à la question. mais je trouve que ça répond bien à la question de se dire comment je peux revenir sur les souvenirs. Ça, c'en est une très bonne façon aussi. C'est peut-être à plus long terme, un bilan de trimestre ou d'année. C'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Ce que j'ai remarqué depuis plusieurs années, c'est le défi majeur d'un middle manager, un gestionnaire au milieu. C'est le gestionnaire au milieu qui doit gérer, qui a son équipe, et il y a la direction au-dessus de ça. Et que... il reçoit des ordres dans lesquels il croit peut-être, ou qu'il doit moins. Croire, parce que c'est lui le promoteur, ou elle la promotrice, ou la promoteur, je pense. Qui doit... communiquer ça aux équipes. Les équipes, des fois, sont pas heureuses. Fait que, autrement dit, he or she is caught between a rock and a hard place, entre l'arbre et l'écorce, en bon français. Et j'y vois une incapacité de pouvoir dire non à certaines choses qui est très fréquent, qui arrive souvent au niveau du middle management dans une organisation. Truc? Pour dire non? Ouais. On va recommencer un épisode de 2 heures. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Et c'est très fréquent qu'on a cette difficulté-là. En passant, j'ai mentionné gestionnaire, mais les amis, ça s'applique autant pour le VP, le stagiaire, le développeur, surtout le développeur. Donc, c'est comment qu'on peut s'y prendre pour pouvoir dire non sans dire non. En agilité, on a plein de petits trucs, là, mais je connais les tiens. Comment qu'on peut dire sans nuire à la relation. Oui. Sans endommager la relation. Parce que c'est souvent ce qui va nous empêcher de dire non. On ne veut pas se mettre personne à dos. On veut être aimé et être apprécié. Donc, on fait attention. On ne veut pas perdre d'opportunités non plus. Pour arriver à dire non, il faut d'abord, je dirais, se retourner vers soi avant même d'aller vers l'autre puis de dire notre non, là, pour clarifier notre point, notre position, notre besoin. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Parce que des fois, c'est même pas si clair. C'est un peu confus. On sent qu'on devrait dire non, mais on n'est même pas si confortable avec notre propre point de vue. Donc, déjà,
de clarifier ça pour soi, c'est une étape qui est essentielle. Et oui, je m'y prends comment? Pour identifier ça? Oui, pour le clarifier en moi-même, parce que des fois, je vais me sentir une personne où je vais me sentir coupable de dire non parce que je suis pas aussi efficace que je devais l'être, puis je devrais être capable de l'ajouter à ma pile de choses à faire. Ta perception est que tu devrais être capable de dire oui. Oui. Si lui ou elle sont capables de faire 8 choses en même temps, moi, je vais être capable aussi. Mais là, j'ai un sentiment de culpabilité, essentiellement. Là. Et ton besoin là-dedans, en ce moment, ça serait quoi? Mon besoin de performer, mon besoin d'accomplir des choses, mon besoin d'être accepté par la direction et par l'équipe. Là, je me mets en position de gestionnaire intermédiaire. Et puis, on l'a dit tantôt, je veux pas nuire à la relation, je veux pas endommager la relation. Et si moi, je le fais pas, il va le donner à quelqu'un d'autre, puis je vais être jaloux. Qui est un nom. Oui. Je me suis époulé, il est là quelque part. Fait que je vais vivre une jalousie et puis de tout ça ensemble. Perdre des opportunités. Tout ça mélangé ensemble. Là, et puis voilà. Donc au final, je vais dire, c'est plus simple de dire oui, puis je le fais ce week-end. C'est effectivement souvent beaucoup plus simple. Oui. On a l'impression de perdre moins. Dans tout ce que tu as nommé, il y a des besoins, il y a des idéaux aussi, il y a des pensées qui viennent nous limiter. Il y a plusieurs choses qui brassent. Puis je te reposerai la même question. En ce moment, dans cette situation-là, tu as réellement besoin de quoi? Est-ce que c'est, par exemple, de se dire, j'ai besoin de repos, là, j'en ai trop. J'ai besoin d'en avoir pas plus. Hein? Donc, il faut que ma charge de travail, par exemple, soit celle-là. J'ai besoin d'être entendu par un membre de la direction, par exemple, qui pourrait comprendre mon point de vue. Donc, c'est comme si on creuse un petit peu plus sur le besoin réel en ce moment dans la situation maintenant. Mais oui, j'ai aussi besoin d'être acceptée. J'ai aussi besoin de ne pas perdre des relations positives. Ça, c'est ce qui pourra nous mener à l'exprimer, notre besoin un petit peu plus fondamental, à l'exprimer d'une façon qui sera respectueuse, adéquate, qui nous permettra de dire notre non. Là, j'ai des flashs de la CNV, communication non violente, puis les besoins fondamentaux. Avec la liste. Mais tu partais de ton gestionnaire intermédiaire qui l'identifie lui-même, mais j'aurais le goût de l'inviter à va donc bancer des idées avec ton coach agile préféré. Là. Il s'est négocié un mandat, là. Puis je vais te le sortir, ta liste de besoins de la CNV, puis on va les identifier ensemble d'autres. Sauf que là, on pourrait sortir plein d'enjeux parce qu'il y a plusieurs coachs agiles qui ont juste changé le nom sur leur LinkedIn. Mais bon, comme tu as dit tantôt. Mais bon, en fait, va bancer des idées avec qui tu voudras de confiance. Là. Oui, exactement. Un autre manager ou je sais pas. Et c'est que ça va te permettre d'assumer vraiment davantage ton non. Parce que quand tu es vraiment connecté et convaincu, connecté avec ton besoin puis convaincu que c'est important aussi de te respecter à travers ça et que tu vas être au final beaucoup plus reconnu et performant. Parce que quand on met cette limite-là, c'est que, en fait, ce non-là représente notre limite. Donc, du moment où je reconnais mes limites, ça me permet de savoir comment je peux être efficace réellement. Ma limite, elle est là. Si je la dépasse pas, je vais être ultra efficace. Si je la dépasse, je ne serai plus efficace. Donc, juste ce travail-là est très intéressant aussi à faire, à être challengé par rapport à ça. Donc, en plus de quel est mon besoin, c'est elles sont où mes limites? Et ça, on peut aussi aller naviguer à travers ça. Peut-être que ce qui m'est demandé, par exemple, est beaucoup trop. Peut-être que je pourrais augmenter. Il y a peut-être moyen de se rejoindre à mi-chemin. Il y a peut-être moyen de déléguer. Il y a peut-être moyen, en fait. C'est là où on essaie d'être créatif. On sait qu'il nous est demandé, par exemple, de la direction tel rapport ou tel whatever. Exactement. Mais on peut aussi être créatif en reconnaissant que on a telle limite. Qu'est-ce qui peut nous aider à travers ça? On peut aussi nous proposer des solutions. De dire, écoute, j'arriverai pas avant tel moment, là, tu me demandes à telle date de remettre ça, c'est pas possible pour moi. Par contre, j'ai pensé à telle solution, je pourrais peut-être travailler avec telle personne, puis ça, je pense qu'à deux, on serait capable. Là, je suis dans une position complètement différente. Je dis non, mais je suis aussi en train de proposer quelque chose, ou je pourrais être en train de déléguer, ou donc ça nous met dans une posture très différente parce qu'on s'est assuré de savoir qu'est-ce qui était important pour nous, puis quelle était cette limite-là. Puis
point de départ de tout ça, j'aurais le goût de dire à ce gestionnaire intermédiaire-là, laisse-toi le temps, dis pas oui tout de suite. C'est parce que souvent, ça commence, oui. peux-tu me faire une balle, Éric? Puis là, ben, t'as même pas le temps de réfléchir à oui, non, peut-être. Ouais, c'est bon, je le prends. Après ça, c'est vraiment complexe de détricoter, mais si tu fais juste ça, 2 minutes, j'étudie la balle, je te reviens demain à 8 heures. Déjà, ça va être un peu mieux. On a tendance à coacher les gens à développer un automatisme, dire oui, parfait, je vais le faire. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pas? Est-ce que c'est plus. Qu'est-ce qui vient avant? Oui, qu'est-ce qui est plus qu'un fameux product backlog, là, comme on dit souvent en Scrum? Qu'est-ce que je dois sortir de mon scope pour ce trimestre à ce moment-là? Fait que c'est un automatisme qui peut être facile à développer. On n'a pas dit, en plus, on n'a même pas dit non. Parce que choisir, c'est renoncer. Ouais. C'est mon gestionnaire à moi qui a dû choisir. OK, mais là, tu peux déprioriser ceci dans le but de faire cela. Dans le meilleur des mondes. Ça se passe pas toujours comme ça. Mais minimalement, donnons-nous l'espace, le 10 minutes ou une demi-journée, ou etc. Je dirais que surtout au début, on devrait le faire d'une façon quasi automatique. Parce qu'on n'est pas sûr encore, on n'est pas certain qu'on veut vraiment dire non ou qu'on veut vraiment dire oui. Donc oui, au départ, on peut systématiquement dire j'ai besoin d'un temps ou je te reviens là-dessus un peu plus tard, laisse-moi quelques minutes. Ça se demande, il n'y a personne qui va nous refuser quelques minutes juste pour reculer. On peut en parler aussi à certains collègues, juste pour avoir un peu leur son de cloche aussi. Des fois, ça peut nous éclairer. Oui, absolument. Voilà. C'est beau. OK, vas-y. C'est mon tour de tu veux que je pitch. Moi, j'étais super dans Dans le son, toi? Oui, pour vrai. Je te vois toujours la tête tournée. Comme, qu'est-ce qui se passe? Un peu stressé. Qu'est-ce qui se passe? Et où Vanessa quand on a besoin d'elle? Vanessa, c'est sa fille qui a étudié en images puis en audio, qui est quand même là. J'ai le goût de faire du pouce un peu sur le nom. Dire non? Oui, que tu as amené. J'avais créé une page Facebook dans le temps, il y a une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, sur comment dire non. OK. Finalement, elle n'existe plus aujourd'hui. Je pense qu'ils l'ont désactivée. Te rappelles-tu de ce que tu y mettais? Ben, t'as rien, c'est le problème. Il y avait... tu disais non à beaucoup de choses sur le net là. J'ai dit non à alimenter. Ben, t'as fait un choix, donc on en revient à l'idée de perdre. Moi, je suis fort pour partir des choses, puis dire, j'ai plus de temps. Mais c'est correct qu'il y a des choses aussi auxquelles on dit oui à un certain moment et qu'on sera appelé à réviser et on dira non parce que ça nous ressemble plus ou parce que c'est pas à ça maintenant qu'on veut faire de la place. Donc, un projet ou une directive qu'on aurait suivie à un moment, peut-être que maintenant, ça nous correspond moins ou qu'on peut être aussi dans un contexte de vie qui fait en sorte que là, c'est pas le temps de dire oui. Et peut-être qu'éventuellement, on reviendra vers ça. Donc, laissons-nous cette flexibilité-là aussi. C'est pas parce qu'on dit non qu'on va être catégorisé comme absolument l'être ou l'employé, le gestionnaire désagréable. Mon père était un grand poète. Il disait juste les fous qui ne changent pas d'idée. C'est de lui. Ça puis tout est dans tout. Tout est dans tout. Fait que je reviens à ce que j'avais le goût de bouncer. Non. Je suis le fameux gestionnaire. As-tu vu comment je t'ignore? Je vais regarder Geneviève comme ça. Un non-sayer professionnel. Ce que je disais donc... je suis... Est-ce que le son est correct? Non. Là, on va faire un exercice pour tolérer. Je n'ai plus de tolérance dans l'ensemble. Est-ce que tu vis une émotion? Même pas. Je lacte l'émotion. Je suis habitué de travailler avec ça. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Il faut que je le fake un peu. Mais je suis le même gestionnaire auquel Éric faisait référence. Puis j'écoute tes conseils, fait que j'arrive à mieux dire non, même que je deviens un peu conscient de la position de mes employés. Parce que je sais qu'il y en a qui ont plus de difficultés, fait que je leur laisse l'espace et tout et tout. Je me rends un peu plus loin, je me mets à avoir tendance à vouloir gérer leur nom à leur place. Moi, c'est le piège que je voyais venir. C'est Éric, parce que je le vois aussi, là, Éric, il y en a beaucoup. Je ne demanderais même pas, es-tu capable de faire ça, puis etc. Comment, en tant que gestionnaire, je laisse tomber ça, parce que je laisse même pas la chance à Éric de le gérer son propre nom. Il doit l'apprendre. Mais c'est ça, parce que je commence à le faire pour lui-même. Là. J'ai l'impression qu'on parle de moi. Je me sens visé. Mais t'as-tu vu, je t'ai même pas la chance de dire qu'on parlait de toi. Hein? Je suis pas bien là-dedans. J'étais comme canné sans même que tu le fasses. Sans même que tu le veuilles. mais effectivement, on veut pas enlever l'opportunité à l'autre d'apprendre. Je reviens à l'idée. Je parlais de nommer les émotions, de nommer des situations.
On peut aussi nommer ça qu'on remarque la tendance de la personne à avoir de la difficulté, par exemple, à dire non. Mais on ne veut pas l'empêcher, on ne doit pas décider à sa place. On peut pointer quand il y a une situation, même par après ou quand ça arrive, de dire est-ce que c'est vraiment un contexte où le oui est pertinent? Donc, je suis juste en train de souligner ce qui se passe, de permettre à la personne de jouer, de jongler avec le oui, le non. On l'accompagne, mais de lui enlever cette opportunité d'apprentissage-là. C'est un peu dommage. Parce que je vais ni encore avoir dit ça, là, mais c'est enregistré. mais je peux le couper au montage. Non, tu le laisseras. Ça va être intéressant si jamais quelqu'un le voit. Parce que si jamais quelqu'un le voit. Non, mais quelqu'un... Je fais partie du clan des mal cités ici. Si jamais quelqu'un dans mon contexte présent le voit, parce que actuellement, puis j'essaie de désamorcer ça, actuellement, il y a quelqu'un dans l'équipe qui est un key player, mais qui dit jamais non. Puis là, il y a plusieurs gestionnaires alentour de lui qui ont émis la directive « Dérangez jamais Eric ». Sous aucune considération. Puis ça crée tout plein de dysfonctions dans l'équipe parce que là, il y a des gens qui auraient besoin d'informations de Bob. Il pose pas. Bob, c'est le seigneur dans telle affaire. On prend des décisions plus ou moins bonnes parce qu'on le consulte pas, etc. Mais sans jamais aller à Bob parce qu'il faut pas déranger Bob. Mais Bob, il parle des opportunités d'apprentissage, de travailler sur ces projets-là. On fait des solutions qui sont plus ou moins bonnes. Tous ces dysfonctionnements-là commencent à arriver parce qu'on a peur de demander à Bob puis qu'il ait la chance de dire non. Quand dans le fond, c'est pour ça que ma question était là, mais quand dans le fond, Bob, il n'a même pas la chance d'apprendre à dire non. OK, aujourd'hui, c'est pas le meilleur pour dire non, mais... en ce moment, il ne donne même pas la chance. Puis je le vis là 3 fois aujourd'hui. Mais tu amènes un autre aspect quand même intéressant où on pourrait challenger des règles de base en Scrum, où le Scrum Master doit protéger l'équipe pour des introductions, ce qui est super bon pour garder le focus, mais qui pourrait en même temps créer des manques d'opportunités d'apprentissage. Exact. On peut faire le parallèle avec un parent et son enfant. C'est la même chose. C'est que oui, il y a de la protection qui est là, la sécurité, on est là pour donner des apprentissages. Mais si on empêche l'enfant d'apprendre en lui enlevant ces opportunités-là... si l'enfant était aseptisé au coton... c'est ça. Donc, finalement, il ne développera pas ses ressources, ses propres habiletés. Donc, c'est la même chose. On le ramène au niveau de l'entreprise. Ça arrive. On doit permettre absolument ces opportunités-là. OK. On pivote un petit peu. Le son correct? Oui. On vient d'adopter une approche agile dans notre organisation. Moi, je suis gestionnaire, middle manager, encore une fois, gestionnaire intermédiaire. J'avais plein de tâches et de responsabilités. Là, soudainement, suite à l'installation de l'agilité. Le mot installation est choisi dans ta phrase, right? Oui. J'ai une petite connotation péjorative. Mon équipe, c'est juste pour simplifier un peu, parce qu'il y a plein de nuances. Mon équipe, elle est maintenant auto-organisée. Peut-être même un petit volet auto-géré, même, là, mais disons auto-organisé. Il y a un rôle qui s'occupe vraiment du volet, mettre en lumière les besoins d'un produit. Il y a aussi même un Scrum Master qui, lui ou elle, gère les obstacles de l'équipe et tout le tralala. Et moi, soudainement, on me dit à moi, ta posture doit être une posture de coach aujourd'hui. Tu es là pour... En tant que gestionnaire. En tant que gestionnaire coach, qui était un des épisodes qu'on n'a pas fait, qu'on a fait il n'y a pas longtemps. J'ai quand même versé les mots avec Alex. Je me souviens pas son autre famille, c'est pour que je dise Alex, j'ai un blanc de mémoire. Donc, moi, soudainement, je vis de façon assez intense. Je me doute continuellement. Tu doutes de toi, là, parce que je doute de perdu moi. Tes repères. Est-ce que le syndrome de l'imposteur entre dans le je me doute continuellement? Ça peut l'alimenter, oui, Okay. tout à fait. Ça peut alimenter beaucoup de choses. Okay. Le syndrome de l'imposteur, en quelques mots, si je sens pas que je
j'ai ce qu'il faut pour être dans ce poste-là, pour avoir cette responsabilité, ce rôle-là. Si je sens que j'ai obtenu ce poste-là, mais que j'avais peut-être pas tout à fait les qualifications, ou je les avais, mais peut-être que mon bagage, mon expérience n'est pas suffisante. Donc, je me remets énormément. Puis en plus, les attentes ont shifté depuis l'installation d'agilité. Là. Soudainement, je suis plus là pour dire, mais je t'assigne tel projet, je t'assigne... Non, l'équipe est auto-organisée, les projets existent et l'équipe vont s'auto-assigner des projets. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Qu'est-ce que je fais? Exactement. Ça fait 20 ans que je faisais quelque chose. En plus, puis j'ai du succès à le faire en plus. Exact. Mais aujourd'hui, OK, je vais le faire, mais je me sens pas du tout légitime pour le faire, mais je vais le faire pareil. Parce que je veux apprendre sur le tas, mais je vis des angoisses. Est-ce que je coach adéquatement? Est-ce que mes questions sont assez puissantes? Je sais pas. De casser une question puissante. De casser, oui, exactement. Alors, on revient dans les trucs. Moi, comme gestionnaire, par exemple, je pourrais dire Scrum Master, je pourrais dire Coach Agile, je pourrais dire développeur qui maintenant doit travailler en mode collaboratif. On se concentre sur le gestionnaire juste pour être focus un cas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire? Pour accompagner quelqu'un qui... Pour surmonter le fait que d'abord, avant tout, mais je doute continuellement veut dire quoi? Mais, en fait, c'est que je le vois à différents niveaux. Je viens de voir, c'est pas marqué « je me doute ». Je doute. Je doute continuellement. Ah, grosse différence. Moi, j'ai ajouté un mot dans ma tête. Prends le voyelle pour ton partenaire, si tu veux. Écoute, je me doute. On pourrait. C'est dans le brise 2 du livre, ça va être la section... Mais écoute, c'est que ça se joue à plusieurs niveaux, le doute. De se remettre en question, de douter de soi dans le contexte que tu décris, ben oui, c'est adaptatif, c'est correct. Je veux dire, ça me permet de me réaligner, de savoir qu'est-ce que je dois développer peut-être aussi, comme posture, comme responsabilité aussi, comme habileté. Peut-être que je vais devoir aller chercher certains outils aussi en parallèle. Donc, ça fait partie. J'ai perdu mes repères, donc je doute en fonction de mon parcours. Donc, je vais avoir des nouveaux repères à me créer. Et c'est sûr que si je suis dans le syndrome de l'imposteur, si je sens que j'ai pas ce qu'il faut, puis que même si on me donne des ressources, des outils, je continue à me sentir pas à ma place, je continue à me sentir pas bien. Souvent, le problème, c'est qu'on va le garder pour soi. Souvent, on va pas aller le partager aux autres de l'équipe. Et là, on est pris. Parce que là, on est coincé dans l'image qu'on essaie de projeter que tout va bien, qu'on gère, alors que ça marche pas. Là. Donc, je dirais que comme première étape, en plus de reconnaître ça. Je vois clairement un pattern. Ça pourrait être la ligne directrice. Première étape, c'est de... Prends 3 secondes. De connaître les bidules qui existent. Deuxième étape, c'est de le reconnaître quand on vit ce bidule-là. Et la troisième étape peut être je me confronte sur ce bidule. Oui. Et dans ce cas-ci, ça pourrait être de dire je vais aller m'ouvrir là-dessus, je vais aller en parler autour de moi. Pas nécessairement pour me dire, je suis pas obligée de dire à quel point je me sens insécure, mais que ça chamboule quand même comment je fonctionnais. Puis, donc, cette opportunité d'aller exprimer ça peut être très aidante. On va peut-être me refléter que, ben oui, c'est tout à fait normal là, dans le contexte que ça se passe comme ça, que moi aussi, je me sens de la même façon, ou que on va peut-être se faire dire que ça va prendre quelques semaines, quelques temps. Puis, donc, on va peut-être aussi se faire rassurer à travers ça. Est-ce que ça va être suffisant pour nous faire sortir du syndrome d'imposteur? Pas nécessairement, mais au moins, plus on en parle, peut-être qu'il va y avoir certains ajustements aussi qui vont pouvoir être faits. OK. Puis tu sais, tu as volontairement utilisé le mot « installer » dans la... Non, je sais que c'était juste pour accélérer la mise en situation. Mais je sais que c'était voulu et tout, là. Mais dans tout ce que tu viens de décrire, si moi, j'étais la personne qui installe cette affaire-là, puis que je sais qu'il y a plein de monde qui vont vivre cette patente-là, j'ai le goût de laisser l'espace à aller valider, laisser l'espace pour que les gens puissent le verbaliser. Oui, ton 2-3 semaines, c'est normal, les accompagner, leur donner de l'espace pour qu'ils essayent des affaires, tu sais, tout ça. C'est pour ça que la distinction entre installer ou venir vraiment opérer une transformation, une évolution, c'est bien différent. Mais tout à fait. Quand on est
dans une position où on peut offrir ça, Go. où on peut aller mettre, tu sais, vraiment, j'ai envie de dire tâter le terrain, ou qu'on peut parler, nommer, bien sûr. Là, moi, je parlais plus du Oui, point tout à de fait, vue tout à fait. où On le vit, on là. le vit, puis on essaie, mais c'est sûr que si les gestionnaires, si les coachs, si tout le monde, en fait, dans l'équipe permet cette ouverture-là, on est terriblement gagnant à tous les niveaux. Puis le corollaire de ça, mettons que tu vis ton syndrome de l'imposteur, puis que je fais du pouce, puis que tout est merveilleux dans un monde des licornes, même si au-dessus, ils le font pas. Mais moi, j'aurais tendance, c'est la gang en dessous de moi, là, ils sont potentiellement en train de vivre la même maudite affaire que moi. Fait que même si au-dessus, ils m'aident pas, j'ai tout intérêt à le faire pour ma gang en dessous, puis juste de l'exposer. Puis oui, ça peut dire, hey, gang, c'est tough en ce moment, le changement. Puis il y a des matins, je me lève, puis j'ai aucune idée comment ça va marcher. Embarquez-vous avec moi, puis ça change quand même les affaires. Où on se compare, on se console. Oui. Je suis peut-être imposteur, mais lui puis elle sont encore plus nuls que moi. Checker l'autre département, comment ils sont nuls. On va les pointer sévèrement du doigt puis rire d'eux autres. Puis leur lancer des roches. Puis là, on a ChatGPT pour nous aider, fait que la vie est belle. mais c'est vrai que le fait de le vivre en groupe, gang, c'est moins pire. Oui, parce qu'on sort du point de vue individuel. C'est comme si, justement, on est moins dans nos propres failles. C'est normalisé un peu. Ouais. Wow. Ça va-tu mieux, Eric, maintenant? Dans ta gestion de changement? Là, j'ai posé une question qui est complètement pas prévue pantoute. Ça va être la meilleure, probablement. C'est sûr. Non, tu ne sois pas sûr. tu risques de vivre un syndrome de l'imposteur. Vas-y. Comment a affecté le métier de psychologue avec l'arrivée de l'IA? Une question très intéressante. Je sors du congrès de l'Ordre des psychologues du Québec il y a une semaine, et ça faisait partie de la conférence. Ça fait la première journée carrément d'ouverture. En fait, je te dirais que c'est en développement, puis qu'on est beaucoup dans voir ce que ça va amener, de voir comment, en fait, on va pouvoir éventuellement utiliser l'IA sans remplacer, parce que reste que le côté relationnel. Sans remplacer le psychologue. Exactement, sans remplacer le psychologue, mais voir comment est-ce que ça pourrait être utilisé. Parce que, comme psychologue, on reste vraiment responsable. Par exemple, quand on pose un diagnostic, on pourrait utiliser la force de l'intelligence artificielle pour nous aider dans les diagnostics différentiels. Mais au final, c'est à nous de lire ce qui nous est offert pour voir, OK, oui, c'est cohérent avec ce que je vois. Non, il y a peut-être tel aspect. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de rassurant de se dire que notre formation comme psychologue puis l'expérience vraiment humaine nous permet, en fait, colore notre jugement. Mais ça pourra être intéressant d'aller utiliser l'outil, mais sans remplacer. Ils ont développé un Jésus AI au Portugal, je pense. En Suisse. Ah, c'est en Suisse? Oui, okay. Peut-être au Portugal aussi. Il me semble qu'il y en avait un au Portugal il y a quelques semaines, puis j'avais fait des mauvaises blagues. Au confessionnal, puis c'est un IA qui t'écoute. mais ça, pour l'écoute, pour relancer, ça, c'est pas si complexe dans un sens. Ça le fait très bien. Mettons, dans 10 ans, ça pourrait être dans le processus officiel des psychologues. Consulte une IA avant, pense des idées, récupère, puis arrive devant l'humain psychologue avec un panier de possibilités. Donc, oui, partir de zéro, tu pars à plus 10, ça peut faire partie du flow. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a des gens qui sont en relation d'aide de première ligne puis qui réfèrent à des psychologues par la suite. L'IA peut être une pré-première ligne. Il y a certains de nos collègues ça pourrait. Je ne sais pas à dire que c'est prêt aujourd'hui. Non, il y a encore des limites très claires. Puis ça, quand on se tourne vers ça, il faut être très, très conscient qu'on n'est pas en train de parler à quelqu'un qui a ce jugement clinique-là. Donc, pour l'instant, il y a des limites qui sont qui peuvent être quand même avoir des conséquences très, très graves et importantes. On l'a vu. Mais en même temps, ce que je trouve rassurant, c'est que... Je comprends ça quand on parle d'IA. En fait, non, ce que je trouve rassurant pour les psys... Là, c'est elle qui cherche un mandat. Je viens de comprendre. En fait,
Je dirais que le côté plus intuitif, le côté de ce qu'on va chercher dans l'expérientiel reste tellement riche. Ça fait vraiment beaucoup partie. À tout le moins, en fait, ça fait partie du rôle de psychologue. Moi, je suis une psy qui va beaucoup miser là-dessus, dans le sens où ça me définit comme personne. Donc, c'est certain que ça a une richesse très intéressante. Donc, ça, pour moi, c'est rassurant. Oui. Je pense pas que tu avais de te faire remplacer. C'est pas là. Ça va peut-être finir comme Dune en plus. Là. Mais tu sais... Dune serait révolté contre l'IA, puis il n'y en a plus du tout aujourd'hui. Mais tu sais, pas l'ordre, mais les avocats, c'est le barreau du Québec, font des pubs en ce moment, là, comme quoi que le IH est super important, puis etc. Je veux dire, ils ont senti le besoin aujourd'hui, en tant qu'organisation, de payer, puis de mettre ça, de le valoriser. Là. Ça veut dire qu'ils se sentent quand même menacés. Quand tu es rendu là, c'est une forme de réaction. Oui, il y a déjà des outils très avancés pour le légal. Là. Puis apparemment, c'est bien fait. Puis les deux restent vrais, là. Ça va prendre encore des humains. C'est juste qu'il va être... mais cette question-là, on a parlé de poser un diagnostic clinique, la relation d'aide et tout. Une des... quand on t'a approché puis que je parlais avec Éric, il y avait une des questions qui était quand même fondamentale. Tu sais, on va rentrer beaucoup en one-to-one avec des gens. Quand est-ce qu'en tant que coach agile, je suis dans un one-to-one puis je fais... Là, je flirte avec la limite de la relation d'aide. Ce n'est plus de mon ressort. Faut que je dirige la personne avec qui je parle aux ressources humaines, à un psychologue ou à autre chose, parce que je suis un apprenti sorcier là, actuellement. Là. C'est quoi les indicateurs? Parce qu'il y en a beaucoup. On va comparer ta réponse avec celle d'Alex Bergeron, je me souviens de son famille. On va voir qu'est-ce que tu as à dire. Parce que oui, c'est une réalité. Hein. Comme coach agile, parfois on voit qu'on s'en va dans la psychothérapie. Et c'est là qu'on peut faire plus de dommages. Exact. On n'est pas outillé pour ça. Là, c'est pas... Ta question, c'est quels sont les indices qui nous disent Éric, arrête. Dis à la personne, on arrête ici. Je t'invite à... Ça, c'est la carte de Geneviève? Oui, c'est ça. Appelle-la. Mais je sais même pas si dire ça, c'est approprié. Écoute, le fait... Si on recule là, même en dehors du fait d'être un coach d'équipe, puis même si on a le bagage, je prends un psy qui pourrait avoir un rôle, par exemple, de superviseur, qui a un rôle, par exemple, il va enseigner. Ouais. Il y a le bagage qu'il faut, mais dans le rôle qui lui est attribué, il n'y a pas à faire la psychothérapie de la personne qui est devant. Okay. Donc, d'une certaine façon, il faut aussi regarder quel est mon mandat, quel est le rôle, que j'ai le bagage ou que je ne l'ai pas. Déjà, juste ça peut nous aider à nous situer. Donc, est-ce que mon rôle est d'aller vraiment creuser dans le passé de la personne? Est-ce que mon rôle est d'aller lui donner des outils pour se comprendre? Là, on sort du mandat. Est-ce que le fait d'aller identifier ce qui vient, par exemple, poser problème ou faire obstacle au travail qu'on a à faire dans l'équipe, dans l'entreprise, d'aller identifier ces facteurs-là, ben oui, ça, on peut tout à fait nommer une réalité. Là, on vient à l'idée de reconnaître, nommer. Oui. On n'a pas à aller plus loin. Oui, tout à fait confortable avec ça. Si on a quelqu'un qui s'ouvre sur sa détresse, parce qu'on a touché un point, ça le fait ouvrir. Ça arrive, là? Ben oui. Oui, ça arrive, absolument. Je dirais, on peut accueillir, là. On n'est pas obligé de dire tout de suite, t'arrêtes de parler. On reste un mot. Ça sort de mon mandat. Ferme le signe. de mon mandat. Parce que dans je ne suis pas assez cher pour ça, là. Quoique. Là, c'est un bon job. Mais tu sais, quand la personne s'ouvre, c'est aussi qu'on a créé un lien. Donc, c'est intéressant. La personne se sent suffisamment en confiance avec nous. Donc, on peut honorer ça en ne la faisant pas taire. Mais quand on voit que ça se dirige vers quelque chose qui est plus personnel ou qu'on est dans des enjeux qui débordent la responsabilité qu'on a ou notre rôle, oui, c'est possible tout simplement de dire, écoute, je vois que ça vient te chercher ou je vois que ça active beaucoup en toi ou ça touche à des aspects de ta vie. Bon.
Je pense qu'il y a peut-être un bout que tu pourrais faire là-dessus, ou je pense que ça serait peut-être important d'aller regarder, d'aller creuser, ou on adapte le langage en fonction de comment on le sent, puis du contexte. Oui, dans certains cas, si c'est plus ça nous inquiète plus, ou qu'on sent que la consultation devrait être quand même imminente, ou il n'y a pas de mal à dire, écoute, je sens que ça, c'est un enjeu qui est important, puis ça m'inquiète. Bien sûr, je peux pas offrir, dans le cadre qu'on a, je peux pas offrir, mais puis là, oui, il y a moyen de donner une référence, par exemple. Ça peut être quelque chose de très large. C'est pas obligé d'être un professionnel en particulier. Mais les services aux employés, aux ressources humaines, c'est très générique, puis c'est bien correct. Ça, c'est exactement le cas. Donc, il y a plusieurs ressources. Peut-être de compléter aussi, il y en a certains qui se sentent moins à l'aise avec les programmes d'aide aux employés. Ou même dans une start-up, ce département-là, il n'est pas très gros. Exactement. C'est un AI, justement, qui a juste été brandé avec... C'est le fondateur qui s'appelle Jean-Guy qui s'occupe de ce volet-là. C'est lui qui signe les chèques aussi. Donc là, ça peut être pertinent d'avoir d'autres ressources. Ça peut être des sites très généraux. Donc, ça peut être tout autant de dire le site de l'Ordre des psychologues. Ça peut être CLSC du coin, le CLSC du coin, Info Social. Donc, tu sais, il y a des ressources, ou même le Suicide Action. Donc ça se fait. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on utilise la relation qui s'est développée, puis on est en train de dire, ben voilà ce qui se vit, ça m'inquiète, voilà ça me dépasse dans mes compétences puis mes connaissances. Ouais. Puis il n'y a pas, même ça, là, ce que tu viens de dire, on peut le dire. C'est pas... Tu sais, dans le fond, on est en train de dire on ne pourra pas apporter cette aide-là, mais on t'entend. Je t'entends, puis... Puis entre les deux, le mieux que je peux faire, c'est aller prendre une bière puis t'écouter comme un ami. Puis désolé, c'est pas mal le max que je peux faire moi. Là. Et je reste là, dans le sens où on peut continuer si on avait des rencontres ponctuelles, par exemple, ou régulières. Ou bon, donc, on peut rester là. Mais on a mis notre cadre, on a mis nos balises, puis on peut continuer à faire le travail qu'on faisait en ayant nommé ça. Puis même si la personne ne va pas consulter, on a quand même semé une graine. On a quand même pointé qu'il se passait quelque chose, peut-être au niveau émotionnel. On a cadré, donc on a mis notre limite, mais en le nommant, il y a quand même une confiance qui se développe. Et même le fait de mettre notre limite, je trouve que ça alimente le sentiment de confiance. On ne fait pas semblant d'avoir les ressources ou les compétences. Donc, on est juste très, très authentique avec la personne. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui devrait toujours nous habiter. Et dans le rôle de coach d'équipe, de gestionnaire, donc à tous les paliers, cette authenticité-là, elle est importante. Donc, que ce soit même pour dire, justement, je ne peux pas aider, comme pour identifier, on parlait de souvenirs tout à l'heure, ou de dire non, ou dans tous ces contextes-là, si on se laisse guider par le fait d'être authentique dans ce qu'on voit, dans ce qu'on ressent, je pense qu'on se donne un très, très bon coup de pouce. Je me rappelais une situation il y a quelques années où c'était pas aussi flagrant que la personne était suicidaire. Je mets ça à l'extrême. C'est pas ça du tout. C'est que dans son langage était teinté par quelque chose qui m'apparaissait sous-jacent à tout ça et que j'ai proposé à la personne je résume, de consulter. Et la personne a été profondément offusquée. Clairement, je me suis mal pris, d'un. Et de deux, je me dis... Comment naviguer dans ces eaux-là, parce que souvent, c'est pas in your face. C'est pas direct un commentaire dit « ma mère m'aimait pas ». C'est pas ça du tout. C'est plus dans son langage de tous les jours. je viens à Freud. Qui a été désavoué 1000 fois depuis. Là. Mais je me pose la question, comment moi je peux... naviguer dans cette situation-là quand tu vois que dans son langage est teinté d'une espèce de, je vais dire, dysfonction profonde, un enjeu profond, et que je doute que cette personne-là doit absolument parler à quelqu'un qui est beaucoup plus compétente que moi.
Et voilà. C'est une question, je sais pas. C'est J'ai un statement, une affirmation. En fait, je trouve que ça active beaucoup de choses. Tu sais, juste le fait que tu dis, tu l'as senti, tu l'as dit, tu dis, bon, je l'ai peut-être pas dit de la bonne façon. Tu sais, il y a des situations, il y a des personnes qui... faut que ça passe par refuser cette demande-là. Dans le sens où ça veut pas dire que la personne n'est pas allée. Ça veut pas dire qu'elle est pas... peut-être fait le bon move au final. C'est ça. Fait que ça, des fois, il faut que ça se passe aussi comme ça, mais le message est passé. Peut-être pas non plus, là. Ça dépend de chaque situation. Il ne faut pas s'arrêter au fait que la personne a réagi. Est-ce qu'on peut trouver des fois des mots qui vont mieux passer? Oui. Tu parlais de Freud, puis... en fait, écoute, ça a beaucoup teinté. En fait, Freud qui était dans la psychanalyse, qui a découlé la psychodynamique, et donc qui le ça, le surmoi et le moi, c'est ça? Ah, mon Dieu, c'est vieux, ça. En fait, c'est que ça nous Cégep ramène... qui vient de ressortir. Ça, c'est Cégep. C'est même pas l'université, c'est vrai, mais oui, c'est Cégep. Mais en fait, c'est que ça a mis la table réellement à plusieurs théories, dont les mécanismes de défense. Ouais. Et ce que tu dis là, par exemple, quelqu'un qui va plus réagir, on dit, écoute, peut-être que tu devrais aller rechercher un soutien. Ouais. Oui, on peut braquer les défenses d'une personne. Donc, on a beau des fois utiliser certains mots, on va peut-être activer ces défenses-là. Faut en être conscient. Chacun a ses réactions. C'est des façons de se protéger. Oui. Donc, on parlait de la tortue un petit peu plus tôt. Donc, c'est ça. On a nos façons. Donc, ça, je trouve que c'est la première chose. De dire, des fois, on va essayer, on ne verra pas immédiatement l'impact. C'est peut-être pas la semaine d'après qu'il est allé consulter, mais peut-être que tu as quand même eu une certaine... Ça peut être démarrer en langage technique, démarrer un petit thread, un fil de pensée. Exact. Il y a quelqu'un qui t'a... En fait, tu lui as pointé ce que tu voyais. Donc, comme être humain, ça fait quand mal. c'est sûr que ça fait mal. Puis en même temps... T'as un bouton d'en face. On le voit, oui. Mollet. Mais c'est que du moment où tu me le pointes, oui, ça se peut que je m'en défende beaucoup, mais en même temps, j'ai quand même capté. La plupart du temps. Et... tu sais, dans comment dire tout ça, je reviens au lien, je reviens au fait que, juste de dire, je me rends compte que, par exemple, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus défaitiste, ou quelqu'un qui a tendance, je sais pas, à bâcler, Donc, as-tu vu l'émotion? Oui, j'ai vu l'expression de l'émotion, la manifestation. Aucun contrôle, voilà, ce petit jeune-là. Mais si, au moins. si on voit ce comportement-là, on peut nommer que dans telle situation, on sent qu'il y a peut-être une attitude qui est plus fermée, une certaine réticence. Donc oui, le choix des mots peut être intéressant. On n'est pas obligé de dire hey, t'es franchement déplaisant, c'est bête. T'es fucké, man. Exactement. Donc on n'utilise pas ces termes-là. Électrochoc demain. Alice Robbie, ça te dit quelque chose? Mais tu sais, on peut quand même utiliser certains mots. On peut utiliser Alice Robbie. En fait, tu peux utiliser des images, si tu veux. Les images sont souvent très, très, très puissantes, très parlantes. Toi, Alice Robbie, ensemble dans la même filière. Interprète-le comme tu veux. Mais je mets ça ici, je le dépose. Comment arrive un sujet sérieux? Voilà, on a réussi. C'est l'évitement. C'est l'évitement, ouais. Tu viens de l'identifier. Bravo, tu veux en parler? Voilà, mon glucose commence à manquer dans mon cerveau. On pourrait une pré-conclusion. C'est une première, c'est une pré-conclusion. On a inventé ça à mesure. Comme tout le reste. Quel truc dont on n'a pas parlé que tu aimerais partager avec nous? Ça, d'habitude cette question-là, c'est qu'est-ce qui manque? Wow. C'est ça. Eric, ton truc préféré, ton truc, tu penses que dans le contexte, on t'a partagé agile, Scrum Master, gestionnaire coach, équipe qui doit collaborer, blablabla. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans on te dit, hey, les boys, on n'a pas parlé de X. Du truc Doc Gen 2. On est rendu à Doc, là. Juste Doc. Ben, si on est en pré-conclusion, faut être à Doc. Je ferme les parenthèses.
Ben, En passant, il parle puis de laisser le temps d'y penser. Exact. C'est une stratégie. oh ouais, ben, j'ai eu le temps. Comment vont tes filles? Pas bien. Avais-tu la C'est danse Noël aujourd'hui? bientôt. Non, c'est fini Non. la danse. Ah, c'est pour ça que t'es très ici mardi. triste, OK. ouais. Exact. J'ai eu le temps d'y penser. Merci. Ben, en fait, ce qui me viendrait... puis, pour moi, en fait, c'est juste fondamental. C'est pas pour rien que je suis psychologue, puis que ça m'intéresse profondément comment on fonctionne. Puis je trouve que on a dans tous les contextes, mais y compris celui dont on parle aujourd'hui comme coach d'équipe, puis on a vraiment intérêt à se regarder aussi soi-même parce que oui, on va à la rencontre d'individus, de gestionnaires, de différentes personnes et puis on est, dans le fond, vous êtes votre propre outil de travail. Vous avez aussi à vous regarder dans vos propres fonctionnements, dans vos propres émotions. On va revenir au Immunity to Change. Check bien ça. Là. Ouais, Ça va leur sortir. je sens une douleur physique. Mais dans Il y a un vos épisode propres- là-dessus. T'as raison. dans Je suis d'accord à vos propres base. idéaux aussi, Ouais. dans ce que peut-être des fois vous n'arriverez pas à faire. Puis on les projette des fois, ces idéaux-là, ce qui est un peu Tout à moyen. fait. Et des fois, vous allez peut-être être irrité aussi par certains gestionnaires ou certaines personnes que vous allez coacher. Totalement. Puis vous voyez que tu sais, ça avance Combien- pas comme j'aimerais. Ouais. Puis pourquoi ça vient vous chercher à ce point-là? Qu'est-ce qui rend ça plus difficile? Comment vous vivez votre propre sentiment d'impuissance dans tout ça? Donc, je pense que ce travail-là, c'est un travail qui se fait au fur et à mesure, à chaque rencontre que vous avez. Ça ne veut pas dire de prendre 30 minutes à peu près à chaque rencontre pour faire cette évaluation-là, mais de s'asseoir ponctuellement. Puis quand il y a des moments qui sont particulièrement plus chargés, difficiles ou des impasses, où vous sentez que vous vous sentez incompétent là, cette fois-ci, ou avec ce groupe-là, ou cette équipe, c'est important de prendre le temps de réfléchir, de se regarder. Et on va tellement apprendre de ça qu'on va être beaucoup plus efficace les fois d'après. Donc ça, je pense que c'est valable dans tous les domaines, mais je trouve que ça s'applique très bien aussi. J'ai tendance à faire des introspections le samedi matin. Si j'ai pas de podcast à éditer. Là. Eric, je suis sûr. Arrête. Fais une introspection 5 minutes. Il y a un genre de C'est lag. bon, ça, c'est bon. Il y a un lag entre ton mouvement et la canne, c'est bizarre. Bon, un autre défi technique de crotte. Eric, je suis sûr, règle le lag. J'espère que le résultat va être bon au final. Oui, le samedi matin, une petite introspection de ma semaine. OK, est-ce que j'ai aidé ou j'ai nui? Est-ce que j'ai simplifié ou j'ai complexifié? Ça, c'est les genres de polarité que j'ai tendance à explorer puis de dire, OK, ben qu'est-ce que je fais différent à partir de lundi? Oui. Puis c'est juste pour te craquer un peu. En faisant du sport, ça va bien en maudit. Fait que quand est-ce que tu te remets à faire du rabat? Ah, c'est un rameur, ça? Non, mais je blague. Là. C'était mon tour de te piquer un peu. Mais cette introspection-là, moi, ça se fait en faisant du sport. En faisant du sport? T'as juste ça à faire. Tu sais, juste ça à faire, penser. Ça doit belle être trop sport, là. opportunité. Ouais. Oui. Si tu joues au hockey, c'est pas C'est un bon. peu plus tough. Non, mais mettons la course à pied ou ce genre de Ouais. trucs-là. Ouais. Toutes les relations toxiques aussi. Oh! Parce qu'il y en a Y a- beaucoup y a- de relations toxiques. T'as vu quelque chose ici, hein, je pense? Pourquoi qu'elle parle de ça encore? Ouais, je me sens. Ça vient Je quitte le plateau. C'est clair que j'ai fait un lien dans ma tête. De façon peut-être inconsciente, mais c'est pas grave. Tu nous as pas vu notre ancien partenaire. Il n'a pas de nom. Donc oui, les relations toxiques. Écoute, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous allez, c'est sûr, inévitablement arriver dans certains milieux où il va y avoir des relations tendues qui peuvent être plus toxiques. Et ça, Ça veut dire quoi, toxique? En fait, c'est que la La tombe de relation Britney Spears, right? qui est toxique. Je La commence à être relation fatigué. qui est établie. En fait, il va avoir un aspect destructeur. OK. Va être nocif, va nuire à l'autre. Ouais. Donc, d'une certaine façon, c'est pour... Je ne veux pas diaboliser non plus parce que, comme psy, j'ai toujours un peu les deux côtés. Ouais. Mais en fait, c'est que c'est très souvent une personne qui va se sentir plus insécure, plus vulnérable, mais que c'est tellement difficile à reconnaître qu'on s'en coupe émotionnellement et que dans leur relation à l'autre, je viens à soit te projeter le négatif, à utiliser la relation. Donc, il va avoir un aspect très lessivant, donc très vidant pour l'autre. OK. Et l'autre personne va se sentir profondément mauvais, Oui. pas compétent. Donc ça, on le voit beaucoup. Mais le mot relation demeure. On reste en relation avec la personne. Ah ben oui! Donc Mais en fait, c'est que ça devient une dynamique entre deux personnes qui est toxique.
Oui, c'est quasiment, c'est que ça peut être quasiment comme, oui, c'est toxique. La personne devant moi, elle est toxique envers moi, mais comment dire, je suis quasiment bien là-dedans. Je me suis habitué à ça. Dans cette relation-là. Ouais. Bien, Je mettrais un nuance. Accommodé, mettons. Ouais. En fait, c'est que c'est la dynamique qui a été établie. Puis oui, on peut carrément, peut-être utiliser le mot confortable, dans le sens où c'est ce qui s'est établi. Ouais. C'est ce qu'on connaît. Donc oui, des fois, même It's là, familiar, ouais, c'est la familiarité. Ouais, Ouais. des fois, là, on parle de deux personnes, mais ça pourrait être un milieu aussi qui a un peu cette dynamique plus toxique-là. Ouais. Et c'est les façons de faire, donc on les perpétue, on sort pas, hein, c'est les patterns. On a nos patterns personnels, mais on a aussi des patterns d'entreprise qui La culture. Oui, exactement. Mais oui, une culture toxique. Oui. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment être conscient de ça dans nos interventions parce que c'est pas facile. C'est pas parce qu'on identifie qu'il y a quelque chose de plus toxique que nos interventions vont tout magiquement défaire ça. Des fois, ça peut être ancré très profondément. Wow. Ben, merci. Merci, Geneviève. Est-ce qu'on pose la question? Parce que là, je pense qu'on va avoir une réponse différente. Laquelle question? Si les gens veulent te contacter... Ils font quoi? Tu vois, la réponse est toujours LinkedIn. Là. Dans le milieu à nous, c'est toujours LinkedIn. Mais je soupçonne que toi, c'est peut-être autre chose. L'Ordre des psychologues du Québec, ou je sais pas trop. Ben écoute, ça peut être LinkedIn. Bon, t'es déçu. Pour une fois. Donc, ça peut être LinkedIn. Oui, mais okay. en fait, je suis sur les différentes plateformes. Là. Il y a Facebook, Instagram. J'ai mon site Internet aussi. Ah, OK. Ouais. C'est Gébeaulieu-pelletier.com. OK. Donc, tout s'y trouve. Je publie beaucoup de contenu aussi en lien avec les émotions, régulation des émotions. Oui. Et les différents thèmes qui sont abordés dans le livre, je les aborde de différentes façons. Et 322 chroniques et autres beaucoup d'activités. publications à gauche à droite. Oui. Super, ben merci Geneviève. Ça a été un immense plaisir. J'ai bien aimé la conversation. Le plaisir était le nôtre. Sauf moi envers toi, là, mais le restant, c'était ça c'est clair. Toxique. Hey, mais là, attends, on n'a pas parlé des bisounours. Quel bisounours? Bisous, bisounours. Écoute, il y aurait tellement d'autres choses. Il va falloir faire un part 2 si tu veux, Geneviève. Oui, parfois les gens reviennent, fait qu'on pourra... Avec un grand plaisir. Quand tu veux. Super, merci encore. Merci, Geneviève.